Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Je m'appelle Laurent Vizier, je suis sociologue de formation, je suis universitaire, puisque je travaille depuis déjà une quinzaine d'années à la faculté de médecine de Montpellier, dans laquelle je suis professeur. Je dirige le département de sciences humaines et sociales. Déjà, sciences humaines et sociales dans une faculté de médecine, c'est quelque chose d'un petit peu incongru. Et oui, je m'y occupe avec quelques autres personnes maintenant, récemment, philosophes, médecins, de questions liées à la santé comme du point de vue, disons, social et humain. Il y a des choses qui se font. Est-ce que ça accroche aujourd'hui? Moi, je peux parler de comment ça s'est développé du point de vue universitaire, du point de vue de l'enseignement. Hein. Est-ce qu'on peut enseigner à des médecins par des gens qui ne sont pas médecins? Ça, c'est une première question. C'est-à-dire, est-ce que pour être un professionnel de la médecine, il faut n'avoir rencontré dans sa formation que des médecins? Ça, c'est la situation standard, la situation initiale, telle qu'on l'a pensée, quasiment depuis toujours. Et elle n'était même pas mise en question. À la fin des années, au milieu des années 90, il y a une décision qui vient d'en haut, comme très souvent en France, après quelques petites expériences locales, qui fait qu'il y aura un texte, un décret ministériel, qui va instaurer dans les études médicales les sciences humaines et sociales. Je dirais au sens propre, au sens fort du terme, c'est-à-dire en tant que matière importante au sein, alors, des études médicales. C'est un peu vite dit, puisqu'en fait, cette instauration, elle vient de la première année, c'est-à-dire l'année du concours, le moment dans lequel les étudiants sont loin d'être des médecins, puisqu'ils aspirent simplement à pouvoir faire leurs études de médecine. Donc c'est une année très particulière, une année de bachotage. Et donc en 92, premier décret qui instaure les sciences humaines au sein de ces études. Donc il y a déjà il y a un petit peu d'antériorité. Il y a un petit peu d'antériorité. Sauf que, en fait, ça va en rester là pendant très longtemps au sein des études. Là, je parle du côté pédagogique. Vous me questionnerez après peut-être sur le reste, mais sur le plan pédagogique, ça va en rester là, puisqu'il y aura très doucement quelques recrutements, puisque dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'on fait? On demande à des médecins qui sont sur place d'enseigner les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire on fait des sciences humaines et sociales un hobby. Hein, moi, je m'intéresse à l'histoire de ma discipline. Je suis ophtalmo, ou je suis greffeur, ou je suis peu importe, et je vais parler de l'histoire. Si on prend les sciences humaines et sociales au sérieux, on considère que pour faire de l'histoire, il faut des historiens, la sociologie, des sociologues, de l'anthropologie, des anthropologues, etc. Le fait qu'il y ait un décret qui vient d'en haut ne règle pas tous les problèmes. En 10 ans, 15 ans, il va être recruté alors qu'il y a je ne sais plus combien de facultés de médecine en France, mais une trentaine. Il va être créé en fait très peu de postes. Et encore aujourd'hui, on est loin d'avoir un poste de sciences humaines dans chacune des facultés françaises, ce qui est quand même un problème, alors que les textes sont maintenant déjà un petit peu anciens. Ces recrutements, ça sera quelques philosophes, essentiellement, puis plus sporadiquement des sociologues, des anthropologues, des historiens. Voilà, ça c'est l'histoire, la préhistoire quasiment des sciences humaines dans l'enseignement des études médicales. Pourquoi cette affaire-là est importante? C'est dans ce que je viens de dire à l'instant. Il me semble que le point essentiel, c'est pas de considérer simplement qu'on doit faire des sciences humaines et sociales pour les médecins, mais qu'elles peuvent être faites aussi par des gens qui ont la formation pour le faire. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a quelque chose de productif, de la rencontre entre la médecine d'un côté, ou les médecines, les spécialités, etc., d'une part, et puis de l'autre côté, des points de vue, des perspectives, c'est plus que des points de vue, des perspectives qui sont différentes, parce que quand on est philosophe, quand on est historien, quand on est sociologue, on ne pense pas d'abord comme un médecin. Donc l'affirmation de départ, mais qui est toujours une question beaucoup plus qu'une résolution, encore aujourd'hui, c'est d'affirmer que c'est dans le lien, dans le rapport, dans la discussion entre disciplines qu'il y a peut-être quelque chose à trouver, à promouvoir.
Est-ce que le temps est venu de de cette collaboration? Donc si on admet ce que je viens de dire, on considère qu'à la fois les choses se sont faites, il y a un collège national, des enseignants de sciences humaines en médecine, il y a des initiatives, il y a des liens entre les gens, il y a des bouquins, y compris pédagogiques, et là je suis sous l'angle de la formation, et en même temps c'est toujours très difficile à faire valoir. Aujourd'hui, il y a des nouveaux débats autour du nouvel internat qui est en train de se profiler pour dans 2 ans, qu'on appelle aujourd'hui examen classant national. Donc de savoir quelle place aux sciences humaines là-dedans. Alors le chiffre de 20%, c'est un chiffre qui date du décret de 92, non d'ailleurs 93 puisqu'il y a un changement l'année suivante. C'était d'abord 10%, puis qui est passé à 20% d'en haut. Là, décret ministériel. Ok. C'est Jean Rey, qui était ancien doyen de Necker, qui était conseiller du ministre et qui a fait passer cette chose-là. C'est un coup de poing sur la table, c'est quelque chose de très important de considérer que 20% des points en première année, ça fait des sciences humaines la première matière du concours, de façon tout à fait évidente. Alors pour être tout à fait juste aujourd'hui, le chiffre de 20%, je ne devrais pas le dire non plus, en fait il n'existe plus. Il a disparu des textes. Avec la réforme qui a mis ensemble les études de médecine, la première année d'études de médecine et la première année de pharmacie, au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la PACES, première année commune des études de santé, en fait, a fait passer à la trappe ce texte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des facs de médecine dans lesquelles il y a des sciences humaines qui représentent 5%, et d'autres, celles qui sont probablement les mieux dotées ou qui ont été le plus au combat, sont restées sur cet étiage des 20%. Donc oui, il y a 20% à Montpellier, il y a 20% à Angers, il y a 20% dans les quelques villes dans lesquelles il y a des gens pour tenir le bateau. Dans bien d'autres facs, on est à 10%, parfois on descend jusqu'à 5%. Alors par ailleurs, parce que j'en sais qu'il y avait quand même ça sous votre question, bien souvent, ces heures de sciences humaines et sociales peuvent être aussi remplies par des choses qui n'ont de sciences humaines et sociales que le nom. Et ça, c'est lié, je dirais, aux spécificités locales. Là où on n'a fait aucun recrutement et on a demandé à des gens maison de faire l'enseignement, ça ne veut pas dire que cet enseignement soit toujours de mauvaise qualité, il peut être de bonne qualité, mais la dynamique des sciences humaines et sociales au sens propre, elle est évidemment beaucoup plus légère. On a un retour d'étudiants, puisqu'effectivement, 92, ça fait, oui, en fait, plus de 20 ans, le premier texte, même si les choses ont mis du temps à se mettre en place. On a des retours aujourd'hui par les étudiants qu'on a eus, que les premiers recrutés ont vu passer entre leurs mains. Et on voit des profils, on voit des évolutions, on voit des gens qui vont faire un double cursus, qui sont devenus des médecins, qui à côté ont fait une thèse d'anthropologie, de philosophie, de sciences politiques, peu importe, enfin, dans des domaines différents. Et ça, on en voit. Moi, je peux vous en citer un certain nombre autour de moi, dans la fac dans laquelle je suis, mais c'est probablement le cas ailleurs aussi. Après, sur l'ensemble des médecins, c'est très difficile à dire, surtout que quand même, à l'origine, c'était une introduction, certes à forte dose, parce que 20% c'est important, on l'a dit, mais c'était en première année, ça s'arrêtait là. Donc un cours en première année, vous voyez, quand vous allez devenir médecin, vous devenez médecin un tout petit peu avec votre externat, puis vraiment avec votre internat, c'est-à-dire bon, au bout de 3-4 ans d'abord, et puis surtout au bout de 6 ans, les sciences humaines sociales sont loin. Aujourd'hui, ça aussi, ça a changé, puisqu'il y a désormais des sciences humaines sociales au moins en deuxième, troisième année, et parfois avec des choses un peu plus loin encore, parce qu'elles se développent, je dirais, ponctuellement sur des thématiques diverses. Les choses sont très contrastées, je dirais, du point de vue de la médecine et de sa relation avec ces questions de précarité. D'abord, je distinguerai deux niveaux. Il y a la question de la précarité d'un côté, la question des inégalités sociales de santé de l'autre, qui ne sont pas exactement la même question, mais qui se relient sur plusieurs points. Alors, les choses sont très contrastées, puisque on va trouver dans les études, dans l'intérêt dans les études, et puis ensuite dans la pratique, une grande part, toutes les enquêtes le montrent, de médecins qui sont absolument pas concernés par ces questions. Je veux dire, ça ne les intéresse pas, simplement. Et s'ils peuvent faire en sorte de ne pas l'avoir, ça sera beaucoup mieux. Et là, c'est des questions strictement sociales, strictement sociologiques. On a l'impression qu'on soigne mieux les gens qui vous ressemblent. Donc, dans le fond, on considère que les gens normaux, c'est les classes moyennes. Et donc, on a appris à soigner les classes moyennes. Donc, soigner les pauvres,
c'est pas notre affaire. Ça, c'est une partie. Et puis, il y a une part non négligeable de médecins qui ont vraiment une fibre, une vocation, qui se sont sentis concernés par ces questions, qui les ont travaillées, qui s'impliquent de manière ou d'autre autour de ces questions-là. D'ailleurs, plus fréquemment sur la question de la précarité que sur celle des inégalités sociales. Alors, si j'emploie le terme d'inégalité sociale, c'est parce que ce qu'on sait bien sociologiquement, là, les études autant américaines que françaises là-dessus, mais c'est vrai aussi en France, montrent très clairement que les différentiels de santé, ils sont pas liés simplement à une catégorie qui serait délaissée et puis les autres qui seraient bien soignés, mais qu'il y a bien un différentiel qui va du bas au haut de l'échelle sociale. Et que la santé est absolument conforme à, je dirais, à la pyramide sociale globale. Voilà, ça c'est la thématique inégalité sociale de santé. Alors bien sûr, elle est d'autant plus forte quand on est dans la partie basse, c'est-à-dire du côté de ceux qui sont les plus démunis, qui sont le plus en difficulté et surtout pour lesquels l'accès est le plus difficile. Pas seulement un accès aux soins d'ailleurs, hein, mais un accès à la santé qui ne passe pas que par les soins. Voilà, qui passe par des conditions d'existence globales. Je suis bien d'accord avec vous que la maladie d'Alzheimer donne à voir finalement des choses qui existent préalablement, mais met en place une autre forme de précarité. Alors on pourrait retourner les choses en disant que finalement elle rend pensable des questions de précarité qui le sont assez peu quand elles sont sur un strict point social. C'est d'ailleurs presque, je dirais, à la fois pas étonnant pour un sociologue, mais un petit peu effrayant, qui est de dire on peut penser la vulnérabilité quand on met un terme médical dessus. Quand c'est maladie d'Alzheimer, du coup, ça devient pensable. Du coup, cette question de la précarité, de la vulnérabilité, se met à exister, et se met à exister au sens, on peut faire quelque chose, on doit se poser des questions sur nos capacités d'action dessus. Non pas nécessairement de traitement, mais en tout cas nos capacités d'action, au sens large, accompagnement, vie, simplement. Alors que quand on parle simplement finalement de dépendance, si la dépendance est liée à des questions, d'autres types de questions, qui elles ne seront pas pensées comme médicales, alors finalement on a tendance à la laisser beaucoup plus sur le côté. Pourquoi je me permets de dire que je retourne un peu les choses. C'est comme si la médicalisation, et ça c'est une thématique classique, finalement rendait les choses possibles. La question qu'on peut se poser avec la maladie d'Alzheimer d'un point de vue social là-dessus, c'est finalement comment on n'a pas réussi à envisager les questions de dépendance sans même se préoccuper de la question de savoir si c'est maladie d'Alzheimer ou pas. Est-ce que le terme médical là-dessus a une quelconque importance, hein? Est-ce que finalement c'est ça qui est central, ou ce qui est central, c'est ce que ça produit socialement, psychologiquement et socialement, humainement. Et si on admet que c'est ça qui est central, hein, alors finalement, pourquoi faut-il toujours en passer par ce regard médical, comme si le regard médical permettait, par exemple, d'avoir des financements, hein. Alors que si c'est juste une question sociale, au sens de la dépendance, à ce moment-là, c'est plus difficile. Il me semble que sur le thème qui nous importe là, autour de la maladie d'Alzheimer, justement, le travail de l'anthropologue ou du sociologue là-dessus, voire même de l'historien d'ailleurs, ils peuvent réussir à désenclaver la question de la maladie. C'est-à-dire à justement réussir à montrer que c'est cette dépendance sociale qui doit être accompagnée, et non pas simplement le fait de savoir si c'est telle maladie ou telle autre, qui pose d'ailleurs beaucoup de questions. Si je suis Alzheimer, je suis en ALD, et si j'ai d'autres types de pathologies, je serai pas nécessairement en ALD. Donc je rentre dans des catégories administratives différentes qui sont liées à une désignation médicale. Or, le point qui nous intéresse en premier, qui peut être commun aux uns et aux autres, d'ailleurs aux anthropologues et aux médecins, c'est le fait de dire je prends par la dépendance, je prends par la vulnérabilité, et non pas par le diagnostic. C'est ce qui pose toute la question du diagnostic. Est-ce que c'est le diagnostic qui est premier ? C'est là-dessus que je dois intervenir jeudi. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire un diagnostic ? Parce que de ce diagnostic, on déduirait un certain nombre de choses. Est-ce que je vais être pris en charge ? Hein ? Est-ce qu'on doit me considérer de telle ou de telle manière ? Est-ce que je dois être remboursé ? Est-ce que je dois être accompagné ? Est-ce que j'ai droit à telle ou telle aide ? Hein ? Est-ce que ça relève d'un diagnostic ? Hein ? Ou bien est-ce que ça relève d'un constat d'un autre niveau, qui est celui de la dépendance ou de la vulnérabilité,
qui n'est pas la même chose que de dire je relève de telle pathologie ou pas. Y compris à telle phase, dire je relève de telle pathologie n'est pas grand sens. Une grande part des médecins vivent avant tout dans un schéma qui est un schéma, je dirais, pastorien de la vie, qui est qu'il y a des problèmes naturels, qui soient viraux, microbiens, enfin bref, de type maladie infectieuse, ça c'est le modèle classique, et que si on trouve les bons interrupteurs pour agir dessus, on va régler ces problèmes et qu'on vivra mieux et qu'on vivra plus longtemps. Ça marche. C'est un système qui marche très très bien. C'est les victoires de la médecine qui sont extrêmement fortes et importantes. Ça, c'est en gros, c'est l'histoire du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe aux 2 tiers du XXe siècle. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, et ça vaudrait aussi bien pour l'éducation d'ailleurs, c'est que le système fonctionne plus exactement comme ça. Hein, même si Ebola peut nous laisser penser que peut-être on est encore dans ce modèle-là, mais dans un modèle qui est de type très globalement maladie chronique. Hein, et là-dessus, Alzheimer, maladie neurodégénérative en font évidemment partie. La question, c'est plus de l'interrupteur. Je vais traiter, je vais soigner et je vais faire vivre des gens qui n'auraient pas vécu avant. On n'est plus dans ce schéma-là. Donc la médecine est moins héroïque, même si elle continue à l'être dans certains endroits. La médecine d'urgence, évidemment, et dans un certain nombre de cas dans lesquels c'est de l'action au sens aigu qui est nécessaire. Mais sinon, ce sont plus ça les questions qui sont posées à nos sociétés. C'est-à-dire dans un monde à niveau sanitaire élevé, comme est le nôtre et comme est celui de la plupart des pays développés, on ne peut pas continuer à penser comme on pensait quand on a, disons, avant l'avènement des antibiotiques, pour le dire très rapidement. C'est quand même pas si loin que ça. Ça fait quand même que quelques décennies. Donc je crois que les médecins, pour tout un tas de raisons qu'il faudrait explorer, ils pensent d'abord en ces termes-là. Il y a des problèmes naturels, vous me l'avez dit tout à l'heure, hein, finalement, l'idée que la maladie, c'est quelque chose de naturel et ça vient de la nature et qu'on peut le régler, on peut l'éradiquer. C'est l'idée de l'éradication de la maladie. Ce qu'on va faire pour la variole, par exemple, effectivement. Hein, mais ça marche évidemment pas pour ce qui nous arrive derrière. C'est-à-dire que quand on éradique ces maladies infectieuses, les grands fléaux de l'humanité, en gros, on les fait à peu près disparaître, mais derrière, il reste du diabète, de l'hypertension, des maladies neurodégénératives, etc. Donc en gros, ce qu'on va appeler des maladies chroniques. Bah, ça, on ne peut pas se penser sur ce modèle qui est ce modèle de l'aigu. Et la grosse difficulté, enfin à mon avis, le rapport des sciences humaines avec la médecine, il est autour de ces questions-là. C'est-à-dire quand on ne peut plus traiter au sens de faire vivre au lieu de laisser mourir, finalement, quelle est la fonction de la médecine? Elle disparaît pas complètement, bien évidemment. Hein, personne ne demande ça. Mais donc, quelle place elle a désormais? C'est ça notre job, nous, les gens des sciences sociales. Donc il y a l'idée de la médecine qui est cette logique d'action. Cette logique d'action, les sciences humaines vont quand même amener beaucoup une logique de réflexion. Hein, et je ne dis pas que les médecins ne réfléchissent pas du tout, parce que je ne crois pas, absolument pas. Mais on va penser, je dirais, ces rapports-là différemment. C'est aussi un rapport au temps qui est différent. Arrêtons-nous un instant. Je ne sais pas, dans le film... pour prendre des images simples, qu'allez voir Hippocrate, et vous voyez la scène sur la question de la réanimation et de la médecine interne. Voilà. La médecine, donc classiquement, elle a fonctionné sur l'idée on diagnostique, hein, diagnostic, pronostic, thérapeutique. Hein. Donc une fois qu'on a diagnostiqué, c'est la phase essentielle, on va pouvoir traiter. Et comme les choses sont quand même devenues de plus en plus compliquées, et puis aussi, il faut le dire, parce qu'on a réglé pas mal de choses, qui était ce qui nous a quand même ennuyé l'espèce humaine pendant des années, plus qu'ennuyé pendant des siècles et des millénaires, donc les grands fléaux, on a quand même tendance à rester sur ce modèle-là. Donc l'idée qui paraît évident, qui paraît naturel à tout le monde, s'il y a une maladie, il faut la diagnostiquer. Et comme en plus les choses sont de plus en plus complexes et qu'on a réglé un certain nombre de choses, il faut la diagnostiquer de plus en plus tôt. Hein, d'où l'idée du diagnostic précoce, d'où l'idée aussi du dépistage, qui, a priori, pose aucun problème. Enfin, je veux dire, pourquoi tu mettrais en cause cette affaire-là? Si on peut savoir plus tôt qu'on va développer un cancer, et donc du coup, si on peut le traiter, il vaut mieux le savoir plus tôt. Oui,
Quand on pose les choses comme ça va de soi. Hein. Je préfère qu'on me dise maintenant ce qui va m'arriver il y a 10 ans, si ça permet de le traiter. Mais cette question du dépistage, du diagnostic précoce, se sont largement émancipés de la question du traitement. C'est-à-dire qu'on a dit, par définition, le diagnostic précoce, c'est bien. Par définition, le diagnostic, c'est bien. Donc, plus c'est tôt, mieux c'est. Hein, plus c'est tôt, mieux c'est. Et même si c'est avant la maladie, parce que le dépistage, c'est avant que la maladie n'existe. Hein, c'est l'idée que peut-être il y aura des prédispositions à cette maladie. Donc aujourd'hui, dans cette espèce d'hypermodernité, il y a une question qui peut être posée. C'est que justement, par rapport à cette logique d'accompagnement de maladies chroniques, etc., est-ce qu'il est absolument toujours nécessaire de penser cette étape du diagnostic comme une étape qui serait toujours positive, toujours nécessaire, toujours essentielle? À quoi ça sert de diagnostiquer un cancer de la prostate par PSA quand on a 75 ans? Aujourd'hui, on sait bien que ça sert à rien. Les gens de santé publique nous disent que ça sert à rien parce que, de toute évidence, on va mourir d'autre chose avant et que ça va se développer lentement. Mais si on est dans une logique du diagnostic, on dit, malgré tout, je veux savoir. Et là, j'ai dit à 75 ans, pour prendre un cas d'espèce un peu avancé. Mais aujourd'hui, les grandes cohortes en termes épidémiologiques sur ces questions, j'ai pris à dessein cet exemple du cancer de la prostate, parce qu'il est assez éloquent, nous montrent que même beaucoup plus tôt, le dépistage par PSA, donc avec un marqueur, quel qu'il soit par ailleurs, eh bien, il va finalement poser plus de problèmes qu'il n'apporte de réponses. Parce que quand on fait un dépistage, quand on diagnostique, c'est d'une part parce qu'on envisage de traiter derrière, là ce qui peut être le cas en partie, et puis on envisage qu'une fois qu'on aura traité, on sera mieux que ceux qui n'ont pas été traités. Or, quand on regarde là sur des grands groupes, on s'aperçoit que la chose est loin d'être évidente. Donc là, ça nous amène dans des abîmes de complexité. Pour Alzheimer, c'est plus compliqué encore. C'est d'une autre nature. Est-ce qu'il faut diagnostiquer, plus loin encore qu'Alzheimer, une chorée de Huntington? Quelque chose que vous allez développer à 40 ans et qui va vous mettre dans une situation de dégénérescence qui va être assez terrible. Est-ce qu'il est nécessaire de le savoir le plus tôt possible dans sa vie? On ne fera rien. On n'a pas de traitement possible. Rappelons-nous l'histoire récente d'Alzheimer et du diagnostic précoce. On peut reprendre la presse aujourd'hui, tout est accessible très facilement, la grande presse même, ou les articles scientifiques. Il fallait diagnostiquer parce qu'on annonçait des possibilités de traitement. On sait aujourd'hui que les possibilités de traitement étaient plus que limitées. Mais le fait d'annoncer le traitement, c'est ce qui légitimait le diagnostic. Aujourd'hui, on a changé un peu de formule et on dit qu'il faut diagnostiquer parce qu'on va mieux accompagner. Mais quand on dit ça, est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer le diagnostic? Est-ce que le plus tôt est toujours le mieux? Voilà des questions qui se posent aujourd'hui et qui renversent un peu la vapeur du fonctionnement habituel, classique, médical, que de dire si je peux savoir, quel que soit le moment où je peux savoir, plus je peux anticiper, plus mon action sera efficace. Or là, les sciences humaines peuvent amener quelque chose. Pour dire, attendez, les gens vont vivre avec un temps, vont vivre avec une histoire. Donc ce temps-là, ce temps qui pour vous est absolu, et cette nécessité du diagnostic, je peux la remettre en cause du point de vue de cette histoire-là, ou de cette histoire-là, ou de telle autre, et finalement, je peux même le mettre en cause, parfois, globalement. Voilà un exemple, alors, à la fois qui me permet de parler de ces questions de diagnostic précoce, qui sont très compliquées, parce qu'elles touchent à des enjeux qui sont très, très sensibles et très individuels aussi. Tout un chacun a des gens autour de lui qui ont été objets de diagnostic précoce, y compris pour des choses tout à fait, qui sont devenues tout à fait banales. Quand je parlais du cancer de la prostate, c'est quelque chose que quasiment tous les hommes autour de 50 ans font. Alors je vous parle peut-être de ça parce que je suis un homme autour de 50 ans. Justement, est-ce qu'on fait bien? Alors les urologues nous disent qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, la santé publique dit d'ailleurs qu'il ne faut pas le faire. Donc cette controverse-là, elle est forte. Moi, je ne prends pas parti dans la controverse. Ça n'est pas mon propos. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait cette controverse. Il est nécessaire qu'on puisse dire le diagnostic, par définition, n'est pas l'élément qui doit être valorisé positivement. Ce qui doit être valorisé positivement, c'est ce que permet le diagnostic, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ça, c'est difficile à faire passer aux médecins.
Moi, je le vois avec mes étudiants, quatrième année, cinquième année, le cours spécifique par exemple, sur ça, sur cet exemple-là, ou sur la mammographie. Quand on travaille dessus, finalement, les étudiants sont extrêmement étonnés. Parce qu'ils partent d'un point de départ qui est